Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Boukele, est arrivé en Guinée-Bissau pour une visite officielle de 48 heures. Et dans l'actualité internationale, la crise alimentaire s'aggrave et menace de famine généralisée à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je commence par ce communiqué où le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa compassion et solidarité au président du Conseil de souveraineté et de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, en deuil suite au décès survenu hier de son fils Mohamed Abdel Fattah al-Burhan. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, a écrit le président Guelleh dans un télégramme adressé à M. Abdel Fattah al-Burhan. Je vous prie d'étendre mes condoléances attristées et l'assurance parfaite de ma sympathie à la famille, aux proches et amis du défunt, a dans le même document noté le chef de l'État. Le fils du président du Conseil de souveraineté et de transition du Soudan est décédé hier en Turquie où il était hospitalisé depuis une semaine suite à un accident de circulation que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé cet après-midi à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, pour une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Ambala. Cette visite officielle du président est la deuxième étape d'une double mission qui l'a conduit en premier lieu à Banjul, la capitale de la Gambie, où il avait pris part aux travaux du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. À son arrivée à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau, le président de la République a été accueilli par son homologue, le président de la Guinée-Bissau, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et des hauts cadres militaires de ce pays. Du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh à Guinée-Bissau est l'insigne marque d'une volonté consentie des deux chefs d'État en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations à travers l'intensification des échanges et des coopérations dans plusieurs secteurs, notamment dans les domaines du commerce, du transport, de la pêche, de l'agriculture, de l'énergie. Une grande cérémonie d'accueil sera réservé demain au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à sa délégation au palais présidentiel de Bissau.
suivi d'une série d'entretiens et réunions bilatérales avec son homologue de Guinée-Bissau, M. Umaro Sissako Ambalo, pour explorer les voies et moyens d'identifier les opportunités pour renforcer les liens économiques dans le but de promouvoir le développement durable à Djibouti et au Guinée-Bissau. Eh bien, avant son départ pour la Guinée-Bissau, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, je vous ai dans le titre, a pris part au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui a ouvert ses travaux plus tôt dans la matinée dans la ville de Banjul, la capitale gambienne. L'ordre du jour de ce sommet était dédié aux voies et moyens permettant une plus grande incidence des États musulmans sur les défis notamment sécuritaires propres à leur région. Cette réunion concédait à un autre volet important de ces débats aux difficultés posées par les conséquences du phénomène du réchauffement climatique. À noter également au titre thématique cardinal ce 15e sommet de l'OCI, les problématiques liées à l'insécurité alimentaire, à la notion de plus en plus répandue d'islamophobie et aux droits des minorités musulmanes au sein de leur pays d'accueil. Dans une intervention faite à la tribune, cet événement, le président de la République a décliné les grandes lignes des stratégies nouvelles pour l'OCI, censées accroître rapidement le niveau de paix et de sécurité de la région. Ce plan prévoit en priorité une action à deux niveaux, relayée par une plaidoirie intégrée du monde musulman contre une offensive terrestre sur Rafah et par une mobilisation accrue du même ordre au profit d'une reconnaissance officielle de la Palestine. Je propose que notre sommet exhorte fortement la communauté internationale à s'opposer fermement à une attaque terrestre contre Rafah. À cet effet, a déclaré en substance le président Guelleh, je propose également que chaque membre réponde favorablement à l'appel de notre Oumma en vue de la reconnaissance d'un État palestinien, a dans la même ligne indiqué le chef de l'État djiboutien. En dehors de ces deux matrices, le président Guelleh a allié également la perspective d'une plus grande stabilité et détente du monde musulman à la perspective que cette région soit régie par une grille d'objectifs définie à l'échelle de l'OCI. Notre sommet doit donner les orientations nécessaires afin de renforcer davantage la feuille de route du comité ministériel. Notre organisation a ainsi suggéré le président Guelleh, convaincu qu'en mettant ensemble nos intelligences et nos moyens, nous pouvons mettre fin à la souffrance de nos peuples. Le 15e sommet de l'OCI a clos ses travaux avec l'adoption d'une déclaration finale mettant l'accent sur le soutien indéfectible de l'organisation du peuple palestinien dans sa lutte légitime pour l'obtention de ses droits inénarrables. Nous appelons la communauté internationale à contraindre la puissance occupante à se conformer
au droit international et aux résolutions des Nations Unies et à mettre fin à son occupation plutôt illégale, sa colonisation et l'apartheid dans le territoire palestinien, a souligné à ses propos la déclaration finale. Le même document fait état de l'attachement de l'OCI à la préservation de l'identité islamique, Al-Quds, Al-Sharif, face aux dispositions et politiques illégales ainsi qu'aux tentatives de judaïsation de l'occupant. Nous exhortons nos frères et nos sœurs palestiniens à resserrer leur rang dans leur combat à l'effet d'atteindre leur objectif sous la bannière de l'Organisation de la libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple palestinien, et qui est également indiqué dans cette déclaration finale qui concède plusieurs de ses autres résolutions phares au recours au dialogue et à la médiation pour le règlement des différends, et au bien-être et à la protection des droits des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres de l'OCI. À noter par ailleurs la mention spéciale consentie par l'OCI au sein de ces déclarations et à l'adoption des mesures nécessaires et vaste portée pour empêcher la montée alarmante de l'islamophobie, de toutes les formes d'intolérance et de violence conduisant au racisme et xénophobie. Dans le cadre de ces déplacements à Banjul, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, était accompagné d'une importante délégation, outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite et représentant permanent de notre pays auprès de l'Organisation de la coopération islamique, M. Diaridine Saïd Bamakrama, et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume du Maroc, M. Mohamed Dour Hissi, et l'ambassadeur Guilé Idriss, directeur des relations multilatérales, font partie de la délégation assistant le chef de l'État dans le cadre de cette mission à Banjul, en Gambie. Eh bien, en marge de sa participation aux travaux du 15e sommet de l'OCI, le président de la République a eu une série de rencontres bilatérales avec son homologue de Mauritanie, Mohamed Ould. Ont participé côté djiboutien le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur djiboutien au Maroc et également représentant auprès de la Gambie, M. Mohamed Dour Hissi, ainsi que l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite et représentant permanent de notre pays auprès de l'Organisation de la coopération islamique, Diaridine Saïd Bamakrama. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage. Ces entretiens avec son homologue mauritanien ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Nous restons toujours où le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu par la suite avec son homologue du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Notons la présence côté sénégalais de la ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, le conseil diplomatique, Sonar Ngoum. Côté djiboutien, c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'ambassadeur djiboutien au Maroc qui ont également pris part à cette rencontre, également représentant auprès de la Gambie, M. Mohamed Dour Hissi, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diaridine Saïd Bamakrama, qui ont également pris part à cet entretien entre le chef de l'État et le président sénégalais. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Eh bien, toujours en marge de ce sommet de l'OCI, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec le vice-président de la Côte d'Ivoire, Tiemoko Miliette Koné. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage. Rappelons que cet entretien avec le vice-président de la Côte d'Ivoire ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Le président de la République a quant lui rappelé l'amitié personnelle avec le président de la Côte d'Ivoire. Votre soutien, solidarité et l'appui nous sommes indispensables, a-t-il poursuivi de son côté le vice-président de la Côte d'Ivoire, a confirmé l'excellence des relations de deux pays et de deux chefs d'État et surtout salué la grande amitié qui lie les deux hommes. Et bien après la rencontre avec le vice-président de la Côte d'Ivoire, les rencontres bilatérales se poursuivent. Et cette fois-ci, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec son homologue gambien, en l'occurrence M. Adama Barrow.
Ont participé côté djiboutien le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur djiboutien au Maroc et également représentant auprès de la Gambie, Mohamed Dourhissi, ainsi que l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, Diaridine Saïd Makrama. Rappelons que lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage. Ces entretiens avec le président de la Gambie ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Le président de la République, son Excellence Ismaël Maguélé, a tenu féliciter son homologue gambien, Adama Barrow, le gouvernement et son peuple qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour le succès de ce sommet islamique qui élève et honore la Gambie. Le sommet de l'OCI tombe à point nommé pour traiter la question palestinienne, la paix et la sécurité dont le monde a-t-il poursuivi. Et bien, suite à la rencontre bilatérale avec le numéro 1 du pays hôte du 15e sommet de l'OCI, la Gambie, le chef de l'État, M. Ismaël Merguelé, a eu l'ultime entretien avec son homologue, le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio. Côté djiboutien, c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur djiboutien au Maroc et également représentant de la Gambie, M. Mohamed Dourhissi, ainsi que l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, Diaridine Saïd Makrama, qui ont également pris part. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage. Ces entretiens avec le président de la Sierra Leone ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Retour à Djibouti, où la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement a procédé à l'examen du projet de loi numéro 16 de l'année 2023 de la 9e législature aux aires protégées. C'est sous la présidence de l'honorable Kamel Ahmed que cette séance de travail a vu la participation du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, assisté des hauts responsables du ministère. Au terme de discussions instructives, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement transmet avec son avis favorable et proposition d'amendement le projet de loi examiné à la prochaine séance publique. On reste toujours dans les arcanes de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, c'est la Commission des finances et de l'économie générale qui a examiné les projets de loi portant adoption des comptes financiers de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2017, 2018, 2019 et 2020 et 2021. Cette réunion, présidée par l'honorable Sharmak Moussa Are, s'est déroulée avec la participation de Younes Ali Didi, ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, et du directeur général de l'électricité de Djibouti, M. Jama Ali Ghele. Après des échanges constructifs, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis les comptes financiers pour adoption lors de la séance publique. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications qui ont organisé aujourd'hui un atelier à l'hôtel Kempinski dont l'objectif principal était de discuter du développement du plan national pour les télécommunications d'urgence. Sous la direction du ministre des Télécommunications, M. Radouane Abdillahi Bahdon, l'atelier a rassemblé diverses personnalités de haut niveau, dont M. Mohamed Assouibou, directeur général de Djibouti Telecom, de Mustafa Al-Mahdi, représentant de l'UIT. L'événement a offert une plateforme importante pour discuter des défis actuels et futurs en matière de télécommunications d'urgence, ainsi que des solutions possibles pour renforcer l'infrastructure et les capacités nationales dans ce domaine crucial. L'atelier a également permis aux participants de partager des meilleures pratiques et des expériences réussies dans le domaine des télécommunications d'urgence, favorisant ainsi un échange constructif et une collaboration accrue dans les acteurs nationaux qu'internationaux. De Djibouti dans ses efforts de gestion des risques. Dans le nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, qui sera de 2025 à 2030, un de nos effets identifiés inclut la résilience accrue au changement climatique, aux catastrophes et aux chocs. Les 7 et 8 mai, ici même au Kempinski, sera également lancée l'initiative Alerte précoce pour tous,
avec la participation de l'Organisation mondiale de la météorologie, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, l'UIC et les entités résidentes des Nations Unies à Djibouti. Écoutons à présent le directeur général de Djibouti Telecom. Cet atelier témoigne de l'importance et du rôle des télécommunications dans la gestion des catastrophes naturelles, mais également des crises sanitaires. En effet, les réseaux des télécommunications permettent aux autorités publiques et aux organisations humanitaires de coordonner les premiers secours lors des catastrophes naturelles. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, notre pays, de par sa position géographique, est particulièrement vulnérable aux risques induits par les changements climatiques tels que les inondations, les sécheresses, les tremblements de terre et l'élévation du niveau de la mer. Les événements récents dont le directeur général d'éthique au ministère vient de soulever, dont les pays du Golfe et de notre région, nous interpellent avec violence sur la réalité des risques majeurs auxquels nous sommes particulièrement exposés. Excellences, Mesdames et Messieurs, la pandémie mondiale du Covid-19 nous a montré le rôle crucial des télécommunications et des technologies de l'information dans la gestion de cette crise sans précédent. En effet, les moyens de communication ont permis de maintenir les liens sociaux, la continuité des activités professionnelles et la poursuite de l'enseignement grâce au télétravail et au téléenseignement. Conscient de la place centrale des télécommunications dans la gestion des catastrophes naturelles et des crises sanitaires, Djibouti Telecom poursuivra les investissements dans les infrastructures de connectivité avec une approche de redondance géographique qui nous permettra à terme une résilience des moyens des télécommunications. L'objectif visé étant d'assurer la disponibilité des moyens de communication durant les phases d'atténuation, de préparation, d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe. Eh bien, comme je vous le disais, les discussions ont porté sur l'importance d'un plan national solide pour garantir une réponse rapide et efficace en cas d'urgence, que ce soit en cas de catastrophe naturelle, de crise sanitaire ou d'autres situations critiques. Voici le discours du ministre des Télécommunications, M. Redouane Abdullahi Bahdon. Le plan national des télécommunications d'urgence vise à définir une stratégie permettant d'assurer la disponibilité des communications durant les phases d'atténuation, de préparation, d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe, en favorisant la coordination et les dialogues entre tous les niveaux de l'administration, les organes humanitaires, les fournisseurs de services et les communautés exposées à des risques. Mettre en place une telle stratégie de gestion des catastrophes s'inscrit pleinement dans la continuité des programmes stratégiques déterminés dans la vision du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, et son gouvernement. Cet atelier de formation sur le développement d'un plan national de télécommunications d'urgence sera l'occasion pour nous de discuter comment utiliser les technologies de l'information et de la communication pour mieux gérer les catastrophes naturelles auxquelles nous sommes exposés. Mesdames et messieurs, cet atelier de formation vient à point nommé. Dans le contexte de notre pays qui fait partie d'une région confrontée périodiquement à d'innombrables catastrophes naturelles, notamment les sécheresses, les inondations, les épidémies, les incendies, les conflits sociaux, etc. Lorsqu'une catastrophe survient, elle ne nous laisse pas le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire et à la façon d'organiser les interventions. Toutes les parties prenantes doivent impérativement être préparées à l'avance et se tenir prêtes à prendre des mesures. La crise mondiale liée au Covid-19 nous a montré combien les réseaux et les services et technologies de l'information et de la communication sont essentiels, à la fois pour faire face à la pandémie, mais également pour assurer la gestion des catastrophes. Aujourd'hui, plus que jamais, la mise en œuvre des plans nationaux généraux pour les télécommunications d'urgence peut garantir un échange d'informations rapide et efficace entre les différents niveaux de l'administration au sein des communautés touchées et entre les organismes humanitaires afin de donner la priorité aux efforts d'intervention et de sauver des vies.
tout à fait autre chose cette fois-ci. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakariya Cheikh Ibrahim, a accueilli le nouveau commandant de la force opérationnelle interarmée combinée de la Corne d'Afrique, le général de brigade, Brian Cashman, accompagné de son état-major à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma au sein de la Direction générale des relations internationales. Cette réunion a permis aux deux généraux de se saluer chaleureusement et d'engager un dialogue fructueux entre les forces armées djiboutiennes et le détachement américain à Djibouti. Ils ont manifesté leur contentement face à cette chance de se réunir physiquement et ont abordé divers thèmes d'intérêt militaire mutuel, y compris les enjeux de sécurité dans la région et les possibilités de partage de savoir-faire. Cette rencontre a également été l'occasion de renforcer les liens interculturels et de promouvoir une compréhension mutuelle au-delà des aspects purement militaires. Elle a permis de mettre en lumière l'importance de la coopération internationale dans des domaines variés. De plus, elle a ouvert la voie à des initiatives conjointes futures susceptibles de bénéficier aux deux parties. Et dans notre magazine de ce soir, direction Artaville, chef-lieu de la région du même nom, soit la Benjamine des 5 régions que compte le pays, qui est aussi un haut lieu de villégiature à la fois prisé pour son climat doux. La région d'Arta ne cesse de se développer de jour en jour. Ahmed Ahmed et Anna Alita. La région d'Arta, la région du centre, la Benjamine des régions, connaît ces dernières années un développement fulgurant en accueillant de grands projets de développement. En effet, à 20 minutes de la capitale, la région d'Arta possède de nombreux campements touristiques au grand bonheur des Djiboutiens qui viennent y affluer chaque week-end pour profiter de son climat doux et agréable. Reportage. Artaville, chef-lieu de la région du même nom, soit la Benjamine des 5 régions que compte le pays. Au lieu de villégiature très prisée pour son climat doux, Artaville ne cesse de se développer de jour en jour. La région d'Arta, c'est la région tampon par où transite l'ensemble du transit routier reliant la capitale aux régions du pays, mais aussi avec l'Éthiopie. Durant les périodes de grande chaleur, les familles djiboutiennes montent sur Artaville pour fuir la canicule et profiter du climat attrayant qu'offre cette région. Du fait de sa proximité avec la capitale, Arta a accueilli de tout temps de nombreux Djiboutiens et touristes étrangers. À 750 mètres d'altitude, perchée sur un mont aux airs doux et agréables à renifler, la ville d'Arta est située à 42 km de la ville de Djibouti. La région compte un large littoral, ce qui en fait un attrait touristique de premier plan avec la migration annuelle des requins-baleines dans ce long périple qui débute dans les eaux australiennes pour s'achever dans la baie d'Arta, et cela pour assurer leur reproduction.
En effet, la région d'Arta présente des potentialités lui permettant de créer des conditions favorables à un développement social et économique reposant surtout sur le tourisme et la pêche. Située sur les hauteurs des massifs de Lugoul, la ville d'Arta offre une vue panoramique sans égale sur le golfe de Tadjoura. Selon Anab Omar Aden, une habitante de la ville d'Arta, cette région a toujours exercé un pouvoir d'attraction sur les Djiboutiens. La saison chaude débutant à peine dans le pays, les Djiboutiens vont affluer en masse durant les mois de mai et de juin. Et tant pis pour les retardataires. La saison chaude commence à peine et dès le mois prochain, il n'y aura plus de place pour accueillir les vacanciers qui viennent profiter du climat d'Arta. Certains des habitants de la ville louent leurs habitations aux vacanciers, raison pour laquelle, dès le mois de juin, il n'y aura plus de place. La réputation des Artaouis n'est plus à faire quant à l'accueil que nous réservons à nos visiteurs. C'est un bonheur et un plaisir que nos compatriotes viennent profiter de notre climat. Et en contrepartie, ils participent à l'essor de l'économie de la région. Depuis quelques années, la région d'Arta est un concentré de grands chantiers initiés par le chef de l'État, une région de grande importance stratégique en tout genre. La région présente de nombreux avantages comparatifs, tant au chapitre du tourisme balnéaire, de l'écotourisme et du tourisme d'aventure. Le secteur peut devenir une industrie importante, tant en termes de devises que d'emplois locaux. La région étant bien positionnée par rapport à la capitale pour profiter d'importants marchés de clientèle touristique. Hormis son climat frais, Arta est connue pour ses sites de randonnée pédestre, sa somptueuse plage pour la baignade et l'observation des requins-baleines. Parmi ces distractions, chaque année, les Djiboutiens se rendent à cet immanquable rendez-vous de la grande marche appelée Peace Walk. Pour se donner les moyens de répondre à la volonté politique du chef de l'État, qui est de développer le secteur touristique, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a mis les bouchées doubles afin d'offrir à la jeunesse djiboutienne les moyens de se former et se qualifier pour profiter de ce marché. C'est la raison d'être même de la création du Sunny Hill, ou centre de formation au métier de l'hôtellerie et du tourisme d'Arta. Un centre qui a vu le jour en janvier 2018, où les jeunes Djiboutiens peuvent exercer dans les métiers d'hôtellerie. Un secteur qui requiert un apprentissage rigoureux et qui nécessite un apprentissage de longue haleine afin de se former dans ces différentes filières. L'occasion est donnée chaque année à des centaines de jeunes Djiboutiens, selon le directeur de ce centre. Le plus important à retenir, c'est que la région d'Arta est une région touristique. Le centre Sunny Hill aide énormément de personnes depuis sa création et permet surtout aux jeunes de la région de s'épanouir et d'apprendre un métier d'avenir qui est l'hôtellerie. Le centre participe également au développement de la région et permet de renforcer le secteur touristique. Le centre, perché sur les hauteurs de la ville balnéaire d'Arta, offre une vue panoramique sur la baie marine d'Arta et au-delà, les hautes montagnes ainsi que les grands espaces de la partie méridionale de notre arrière-pays comme un complément de ce pack de services hôteliers. Sunny Hill Center est sans doute la pépinière d'étudiants dans l'hôtellerie qui va donner corps et âme à cette ambitieuse politique de développement du tourisme dans le pays. Elle figurera dans les annales de l'histoire de notre pays comme étant la pionnière dans ce domaine. La région d'Arta est appelée à devenir un pôle de développement incontournable, avec d'ores et déjà plusieurs grands projets réalisés et à venir. Une aubaine pour la République qui aspire à se positionner sur l'échiquier régional et international comme un hub économique incontournable dans un futur proche.
Je vous amène cette fois-ci au nord du pays où la communauté de Balho, engagée depuis quelque temps dans une initiative fort louable qui consiste à endiguer l'Oued à travers la relance des activités de micro-barrages. Cette initiative communautaire réfléchie en amont par les leaders politiques et communautaires, accompagne en aval par l'ensemble de la communauté de Balho. Conscient de l'hostilité, le climat qui s'offre dans cette contrée de la région et qui se manifeste indéniablement par l'aridité du sol à travers cette initiative, la communauté de Balho vise avec ses maigres moyens de procéder à la mise en place d'un micro-barrage pour stopper le cru de l'Oued qui permettra sans doute de recharger la nappe phréatique en eau. En outre, cette initiative ambitieuse prévoit par la même occasion d'utiliser l'eau conservée pour le reboisement des plantes indispensables pour lutter contre la désertification. Et dans l'actualité internationale, je vous lis dans le titre, les Palestiniens de la bande de Gaza, déchirés par la guerre, souffrent de graves pénuries alimentaires, obligeant certaines familles à rationner la nourriture et à sauter des repas pour survivre. Depuis le début de la guerre d'Israël contre la résistance du Hamas, après une incursion meurtrière il y a près de 7 mois, le nombre de camions transportant de l'aide vers la bande de Gaza a diminué, surtout dans le nord de la région côtière. Certains habitants de Gaza se sont plaints de ne pas avoir de légumes depuis des semaines et de devoir rationner la nourriture qu'ils reçoivent des œuvres caritatives. Beaucoup de familles mangent un seul repas par jour pour survivre en raison des pénuries alimentaires. On reste toujours au Proche-Orient où le projet soumis fin avril prévoit une pause de l'offensive israélienne et la libération des détenus palestiniens contre la libération d'otages. Les discussions doivent reprendre au Caire sur les moyens de parvenir à une trêve dans la guerre à Gaza entre Israël et la résistance du Hamas. Il n'y a eu aucune évolution. Samedi, de nouvelles discussions sont prévues, a indiqué le responsable de la résistance du Hamas, mais les deux camps s'accusent mutuellement de bloquer les négociations. La résistance du Hamas estime que le Premier ministre Benjamin Netanyahou entrave tout accord en voulant lancer un assaut à Rafah. Un responsable israélien a à son tour accusé le mouvement de bloquer tout accord en insistant sur son exigence d'un arrêt de la guerre. Et en Afrique, la Tanzanie est en état d'alerte ce week-end face au cyclone Hidaya après des semaines de pluies torrentielles et d'inondations qui ont ravagé cette région d'Afrique de l'Est, faisant plus d'une centaine de morts. Les intempéries ont causé la destruction d'habitations au parc naturel de Mafia Island. Des arbres couchés au sol témoignent de la puissance, comme vous le voyez, des rafales qui ont balayé cette île touristique. Au cœur des dernières semaines, les inondations en Tanzanie ont tué près de 155 personnes et affecté plus de 200 000 autres après les fortes pluies de la saison de la moisson dans la région, selon les autorités. Eh bien, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue. Restez avec nous sur Télé Djibouti.